Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de notre outil d'aide à la réalisation de votre première déclaration annuelle pour votre LMNP ou réel. Tout d'abord, une petite explication. Pour les LMNP ayant opté pour le régime réel, il est nécessaire de transmettre à l'administration française une déclaration annuelle de résultats. Cette déclaration se fait au travers d'une liasse fiscale qui se constitue d'un ensemble de formulaires comptables, bilan simplifié, compte de résultats, immobilisation, amortissement. Si vous vous demandez ce dont il s'agit, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Notre fichier Excel génère automatiquement les différents formulaires de la liasse fiscale à partir de vos données. On va commencer ce tutoriel avec un cas concret. Celui d'Arnaud, qui a investi dans un bien en LMNP et qui réalise sa première déclaration pour l'année 2025. Un petit point sur la date limite, vous avez jusqu'au 20 mai 2026 pour faire votre déclaration LMNP au réel pour l'année 2025. Revenons au cas d'Arnaud, vous pouvez voir dans le tableau les caractéristiques de son LMNP qui a été créé le 4 février 2025. Ici, on peut voir les caractéristiques de son bien, c'est une maison au prix de 145 000 euros. On remarque que le bien a été acheté le 5 février 2025, soit un jour après la date de création du LMNP. Cette information est importante pour la suite. Il a également contracté un prêt pour réaliser son achat. On retrouve toutes les caractéristiques de son prêt, comme les frais de dossier ou encore de garantie, dans le tableau de droite. Au cours de l'année 2025, Arnaud a également perçu des loyers pour un montant total de 8 000 euros. Il a également dû payer la taxe foncière. Pour la CFE, comme c'est sa première année d'exploitation, il a été exonéré, mais il en sera redevable l'année prochaine. Il a également eu diverses charges comme l'assurance habitation, quelques petits achats de mobilier. Tout est détaillé dans le tableau de droite. Notez que pour chaque achat effectué, il est important de bien conserver les factures pour pouvoir le montrer à l'administration en cas de contrôle fiscal. Passons maintenant à la saisie des informations dans notre outil, mais d'abord une petite présentation s'impose. Vous avez ici un premier onglet Accueil qui récapitule l'avancement du remplissage des différents onglets. Vous remarquez qu'il y a des onglets bleus et des onglets verts ainsi qu'un onglet violet. Les onglets bleus correspondent aux onglets que vous devez renseigner. Les onglets verts correspondent à l'alias fiscal généré que vous pourrez recopier directement sur impôt.gouv.fr. L'onglet violet correspond au formulaire 2042 CPRO que vous devez renseigner dans votre déclaration individuelle de revenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Revenons à l'accueil que je vous montre quelques astuces pour pouvoir naviguer facilement entre les différents onglets. Vous remarquez ici qu'il y a un petit symbole face à chacun des onglets. Si vous cliquez dessus, vous accédez directement à l'onglet choisi. Par exemple ici, je suis face à Information générale. En cliquant ici, j'arrive sur l'onglet Information générale. Si je souhaite revenir à l'accueil, je peux cliquer sur le bouton bleu. Et si je souhaite passer à l'onglet suivant, c'est-à-dire l'onglet Revenus, je peux cliquer sur le bouton vert. Par exemple, je vais cliquer sur le bouton vert. J'arrive sur l'onglet Revenus. Vous pouvez voir qu'il y a également un troisième bouton. Il s'agit du bouton Enregistrer. N'oubliez pas de cliquer de temps en temps dessus pour éviter toute perte de données. Je vais cliquer sur l'onglet bleu pour revenir à l'accueil. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir sur cet onglet de temps en temps pour voir votre pourcentage d'avancement pour chaque onglet. Dès lors qu'un onglet est à 100%, la colonne État passe à OK. On va commencer en remplissant les onglets les uns à la suite des autres. Donc on va commencer par l'onglet Information générale. Certaines cases sont grisées, elles ne sont pas à renseigner ou alors se renseigner automatiquement. Les cases sur fond rouge correspondent aux informations obligatoires. En fonction de votre situation, vous pourrez également avoir besoin de renseigner certaines cases orange. Certaines cases sont déjà renseignées comme la date de début d'exercice. Si vous êtes dans un cas classique, c'est-à-dire que votre premier exercice a duré moins d'1 an, vous pouvez laisser tel quel. En revanche, si vous avez opté pour un exercice long, c'est-à-dire que votre exercice a duré plus d'1 an, c'est souvent le cas si vous créez votre LMNP en fin d'année pour ne pas avoir de formalités à faire pour quelques mois d'activité. Dans ce cas, indiquez la date de création de votre LMNP. Les informations suivantes de cet onglet sont renseignées à partir des données sur Arnaud et son LMNP que l'on a vu précédemment et qui sont rappelées sur la droite. Pour nom et prénom, ici on va juste renseigner Arnaud, car il s'agit d'une simulation, mais dans votre cas, indiquez bien votre nom de famille. Pour la fonction dans le LMNP, vous pourrez indiquer gérant. Pour le lieu de déclaration, indiquez la ville dans laquelle vous faites cette déclaration. Elle peut être différente de celle de votre LMNP. Ici, on suppose que Arnaud a fait sa déclaration dans la ville de son LMNP, on indique donc Frontignan. J'accélère un peu pour renseigner les informations suivantes. On arrive à la question, est-ce qu'il s'agit d'une indivision? On voit que Arnaud est seul dans son LMNP, on indique donc non. Si vous avez acheté à deux votre LMNP via une indivision, alors indiquez oui, ainsi que la quote-part de chaque déclarant.
On suppose que Arnaud habite à l'adresse de son LMNP. Si ça n'est pas votre cas, indiquez l'adresse de votre résidence principale dans cette case. Renseignez ensuite votre mail qui peut être identique à celui de votre LMNP. Vient ensuite la question des cotisations URSSAF. Comme c'est votre première année, à part si vous proposez au moins 3 prestations para-hôtelières telles que le ménage pendant le séjour, le petit déjeuner ou encore un accueil personnalisé, vous ne devriez pas être concerné par les cotisations URSSAF. J'indique donc non à cette question. On a fini ce premier onglet, passons au suivant sur les revenus. On a vu précédemment qu'Arnaud avait réalisé un chiffre d'affaires grâce au loyer de 8 000 euros. On renseigne cette valeur dans le tableau face à la catégorie loyer. Vous pouvez soit renseigner une valeur unique, comme Arnaud, ou alors indiquer la liste des loyers perçus sur les différentes lignes. Vous pouvez également percevoir d'autres types de revenus qui ne correspondent pas à des loyers. C'est par exemple le cas si vous facturez une prestation pour le ménage. Dans ce cas particulier, vous pouvez l'indiquer en sélectionnant la catégorie Autres revenus et indiquer le montant pour cette prestation. N'hésitez pas à regarder l'aide au remplissage qui vous donnera quelques informations sur les autres types de revenus possibles. Pour Arnaud, il n'y a pas d'autres revenus, on passe donc à l'onglet suivant sur les taxes. Ici, on renseigne la taxe foncière payée par Arnaud d'un montant de 900 euros. Pour la CFE, on renseigne 0 euros. Pour cet onglet, et dans le cas d'Arnaud, nous n'avons rien de plus à renseigner, nous passons donc à l'onglet suivant concernant les informations sur le prêt. Certaines informations, comme les frais de dossier, les frais de courtage ou encore les frais de garantie, sont à renseigner uniquement si votre prêt a démarré après la date de création de votre LMNP. C'est le cas pour Arnaud, qui a acheté sa maison le lendemain de la création de son LMNP. On renseigne donc les frais de dossier d'un montant de 1 500 euros. Pour les frais de garantie, il faut faire la distinction entre ce qui est versé au fonds mutuel de garantie et la partie commission. On indique ici uniquement ce qui correspond à la commission, soit un montant de 700 euros pour Arnaud. On renseigne ensuite toutes les cases obligatoires. Il s'agit des cases sur fond rouge à partir des informations du tableau d'Arnaud. On peut ensuite passer à l'onglet suivant sur les charges externes. Cet onglet correspond à toutes les autres charges qui ne concernent ni le prêt ni les taxes. On peut citer quelques exemples comme la taxe d'habitation, les charges de copro ou encore les frais d'entretien. N'hésitez pas à regarder dans la liste déroulante que l'on voit ici les différentes catégories de charges proposées. On utilise souvent une convention pour savoir si la dépense effectuée est à mettre en charge ou en amortissement. Si le montant est inférieur à 600 euros, que ce soit pour des travaux, du mobilier ou des équipements, il est généralement indiqué en charge. Sinon, s'il est supérieur à 600 euros, on le fait passer en amortissement. À noter qu'il s'agit d'une convention et que si la dépense concerne un élément durable et qui améliore ou équipe votre bien, même s'il est inférieur à 600 euros, alors il faudra plutôt le mettre en amortissement. C'est par exemple le cas d'un matelas qui a une durée de vie relativement importante, mais qui peut être inférieur à 600 euros. On renseigne ensuite les différentes charges à partir des informations d'Arnaud que l'on retrouve sur la droite. Une fois l'onglet renseigné, on passe à l'onglet suivant sur les amortissements. Déjà, qu'est-ce qu'un amortissement? Un amortissement, c'est étaler le coût d'un achat important, comme un logement ou des travaux de rénovation, sur plusieurs années, parce qu'il s'use ou perd de la valeur avec le temps. Sur cet onglet, n'hésitez pas à regarder l'aide au remplissage, il y a plein d'informations qui vous seront utiles. On va donc commencer à renseigner cet onglet avec les données d'Arnaud. En premier, il y a une colonne commentaires. Je décide de mettre maison, à noter que cette case n'est pas obligatoire. Il y a ensuite une liste de choix entre biens, travaux, techniques, mobilier et caution logement. Pour la première ligne, la saisie est bloquée, il faut renseigner les informations du bien. J'indique donc le prix hors frais de notaire en colonne D. En colonne E, je renseigne les frais de notaire. Petit point d'attention ici, les frais de notaire sont à renseigner uniquement si l'achat du bien a eu lieu après la création du LMNP, et c'est bien le cas pour Arnaud. Pour la part du terrain, cette information n'est pas indiquée dans les données d'Arnaud, et dans la majorité des cas, cette information n'est pas indiquée dans l'acte de vente. On peut donc se baser sur les règles qui s'affichent sur votre écran et qui sont admises par l'administration, et que vous retrouverez dans l'aide au remplissage. Pour un appartement, on considère que le terrain représente 10 à 20% du montant total. Pour une maison, on considère que c'est plutôt 20 à 30%. Et en fonction du lieu de votre bien, si c'est plutôt une zone tendue, en centre-ville ou une zone rurale, on met un pourcentage plutôt bas ou plutôt haut. Pour information, le terrain n'est pas amortissable, contrairement à la construction, dont vous pourrez déduire les amortissements au fil des années. Le choix de cette valeur a donc un impact sur le montant que vous pourrez déduire des revenus. Néanmoins, vous ne pouvez pas mettre une valeur trop faible pour le pourcentage du terrain par rapport à ce qui est admis par l'administration. Pour Arnaud, on sait qu'il s'agit d'une maison, on est donc entre 20 et 30%, et comme il habite dans une zone rurale, on met un pourcentage plutôt haut, on va donc choisir 26%. On indique ensuite la date d'achat au 05-02-2025, puis la durée d'amortissement. Pour celle-ci, elle n'est pas non plus indiquée dans les données d'Arnaud.
Déjà, qu'est-ce que la durée d'amortissement? Il s'agit du nombre d'années sur lesquelles on répartit le coût d'un bien parce qu'on estime qu'il s'use ou perd de la valeur sur cette période. Pour un bien immobilier, les valeurs généralement admises par l'administration se situent entre 20 à 40 ans pour la partie construction, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, le terrain n'est pas amortissable. Pour Arnaud, au vu de ses revenus et des charges, et qu'il est sur sa première année d'exploitation, on peut donc supposer que son chiffre d'affaires va augmenter les années suivantes. On choisit d'amortir son bien sur 30 ans. Notez que je mettrai prochainement à disposition un petit outil pour que vous puissiez calculer la durée d'amortissement la plus adaptée à votre cas. N'hésitez pas à nous suivre sur Libellule Compta, sur Instagram pour rester informé. On a donc fini de renseigner les informations sur son bien. Arnaud n'a pas effectué de gros travaux pour sa première année d'exercice. Si vous avez des travaux conséquents qu'il est nécessaire d'amortir, sélectionnez une des deux catégories, travaux ou techniques. Pour savoir quelle catégorie choisir, vous avez une explication sur la droite. De même, si vous avez acheté du mobilier durable qui équipe ou améliore votre logement, dont la valeur est généralement supérieure à 600 €, vous devez également le renseigner dans cet onglet sous la catégorie mobilier. On a une dernière donnée à renseigner pour Arnaud. En effet, comme il a souscrit un prêt garanti par caution logement, une partie de la somme versée est immobilisable. Il s'agit de la partie versée au fonds mutuel de garantie. Pour Arnaud, cela représente 1 300 €. On choisit donc la catégorie caution logement FMG. Pour fonds mutuel de garantie, pour la date, on indique la même date que la date d'achat du bien. Et pour la durée d'amortissement, comme ce n'est pas amortissable, on indique 0. Et voilà, on a fini de renseigner toutes les données d'Arnaud. Je vous propose de revenir dans l'onglet Accueil pour vérifier que tous les onglets sont bien remplis à 100%. Tous les onglets sont bien à 100% et l'indicateur d'état est au vert. On peut donc consulter les différents formulaires 2031 et ses annexes 2033A à C, ainsi que le formulaire 2042 C Pro. On peut aller sur le formulaire 2031. Pour tous les formulaires, les cases à renseigner pour un LMNP sont sur fond orange. Vous pouvez constater que toutes les cases oranges ne sont pas renseignées dans le cas d'Arnaud, car seules les cases qui le concernent sont remplies. Pour Arnaud, on peut voir qu'il a un déficit de 1 400 €. À noter que ce déficit n'est pas lié aux amortissements, car les amortissements ne doivent pas engendrer de déficit en LMNP. Pour cet exercice, l'amortissement n'a donc pas été utilisé et sera donc reportable les années suivantes. Ce déficit s'explique car il a eu beaucoup de frais cette année qu'il n'aura pas les années suivantes, comme les frais de garantie ou encore les frais de dossier pour son prêt, ainsi que les petits travaux et achats de mobilier pour préparer la mise en location de son logement. Il pourra reporter son déficit sur les années suivantes, et ce jusqu'à 10 ans. Une nouvelle vidéo sortira prochainement pour vous expliquer comment renseigner votre liasse fiscale sur impôts.gouv.fr à partir des données renseignées dans ce fichier Excel. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, il est nécessaire de créer votre compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo explicative en description de cette vidéo. Pour le formulaire 2042C Pro, vous pouvez recopier directement les données dans le formulaire 2042C Pro de votre déclaration individuelle de revenus. Une dernière information importante qui vous sera utile pour l'année suivante, dans l'onglet Informations générales, vous pouvez retrouver le montant de l'amortissement excédentaire suite à l'exercice. Sur ce, nous avons terminé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire si vous avez des questions. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières nouveautés.